Oui, moi c'est Yann Zoldan. J'étais invité par Catherine pour parler un petit peu de mon expérience auprès des communautés queer, LGBT, migrantes et racisées, notamment parce que j'ai été psychologue, je suis encore superviseur et chercheur à la clinique Mauve, qui est une clinique pour les personnes migrantes, racisées, LGBTQ à Montréal. C'est une sorte de laboratoire social, une clinique universitaire pilote, je ne sais pas trop comment l'appeler. Et moi, j'ai une formation en psychologie clinique avec une spécialité plus transculturelle. C'est pour ça que je me suis intéressé aussi aux questions depuis longtemps de migration, de demande d'asile, pour population générale, on va dire, et aussi population queer. J'ai une expérience aussi plus d'activiste politique au niveau des milieux queer, de certains milieux antifascistes. Je suis une personne blanche. Alors, à Clinique Mauve, il y a principalement des personnes concernées aussi, mais aujourd'hui, il y avait moi qui était disponible, donc vous avez moi pour le moment. Euh, Sur ça. Peut-être rappeler certaines approches qui nous sont importantes à la clinique Mauve en général. C'est d'avoir des approches anti-oppressives, LGBTQI+, et transaffirmatives, interculturelles, de réduction des méfaits et de consentement éclairé. C'est un petit peu notre base de travail. Donc, je vais parler plus un peu en mon nom et pas seulement, je vais parler de l'expérience de la clinique Mauve, mais sur ça. Dans l'histoire, très très bref, les personnes queer racisées souvent ont été un peu plus effacées. Puis c'est comme si on a mis de l'avant une identité LGBT un peu plus blanche, bourgeoise. C'était un petit peu ça l'image qu'on autorisait finalement, qu'on normalisait un peu, notamment une image plus d'homme gay, blanc, qui a réussi socialement. C'était un petit peu plus ça au départ, qui avait accès plus à des représentations médiatiques. Ça change un petit peu. Mais c'est comme si toutes les identités queer LGBT qui étaient un peu plus marginales pour des questions de classe sociale, pour des questions raciales, on les voyait un petit peu moins. Donc je pense que c'est important de rappeler cette histoire-là. Je vais souvent utiliser le mot queer, pas seulement LGBT, c'est aussi l'idée que c'est mouvant aussi, ces questions-là. Euh, et puis pour un peu sortir de juste un petit peu les politiques identitaires des fois qui représentent pas toutes les expériences. Puis quand on parle des personnes des fois queer racisées, on doit aussi, il y a des personnes qui vont pas forcément s'identifier par LGBT, qui peuvent être un petit peu plus aussi marquées culturellement. Faut, je pense, rappeler un peu en introduction aussi toute la notion un peu de fantasmes sur les personnes racisées qui peuvent exister en général dans la société et aussi dans les milieux queer LGBT blancs, avec des fois des exotisations, des fétichisations des corps non blancs, voire un rapport colonial autour de la sexualité. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est pour essayer de prendre cette question des violences à caractère sexuel aussi dans une atmosphère plus générale, plus large, qui entoure ces violences-là. Je trouve qu'une des choses qu'il raconte assez bien, c'était dans un roman d'Abdel Taïa qui parlait aussi hein, des grandes figures qu'on a mis de l'avant des fois de la littérature dite queer, que ce soit Oscar Wilde, André Gide, puis qui rappelle finalement aussi euh, toute la description des fois coloniale qu'ils ont fait de leur expérience de la sexualité en contexte colonial, notamment au Maghreb. Puis l'auteur, quand il parle par exemple il dit, j'aurais dû lui servir, donc pour parler des jeunes là, qui sont décrits dans les romans blancs coloniaux, et il dit, j'aurais dû lui servir de voix, d'avocat, d'ami, de frère lointain, encore totalement colonisé dans ma tête, je n'avais parlé que de deux écrivains faisant du tourisme orientalo-sexuel en Algérie, etc. Donc il revient sur le fait qu'on n'a jamais donné la parole dans les romans, finalement, à la personne racisée qui avait le rapport sexuel avec ces fameux écrivains, etc. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'on a comme une atmosphère sociale qui nous entoure, d'effacement un petit peu. C'est comme si on entendait moins les personnes racisées, et c'est comme si elles servaient d'objet de satisfaction plus à une majorité blanche, en tout cas au niveau de la littérature.
Alors, comme psychologue à la clinique Mauve, qu'est-ce qu'on fait au niveau des services psychologiques? Ben, on parle des questions de genre et de sexualité, qu'on est un petit peu plus une clinique orientée là-dessus, des questions de demande d'asile et on a principalement des personnes qui sont survivantes de violences, incluant des violences à caractère sexuel. Euh, on va dire que je pense que c'est la majorité des parcours qui sont constitués malheureusement de violences, dont de violences à caractère sexuel. Alors pour parler des violences, je suis tombé un petit peu par hasard sur ce poème que je trouvais intéressant, qui date de publié en 1987, hem, pour montrer que finalement quand on parle de questions de violence et d'abus, il y a de nombreux éléments. Je trouvais ça intéressant comment l'autrice parlait, que l'abus vient en différentes couleurs, hein. Elle parle des rednecks de Boston, aussi des violences, du blanc des hôpitaux, des violences pouvant venir des policiers, donc des bleus des policiers. Puis elle parle de ce drapeau d'indifférence. Puis elle parle aussi des différentes morts possibles, mort par désillusion, par viol, par expulsion, par déni, mort par impuissance, mort par accident, disent-ils. Puis elle parle des différentes formes d'abus aussi, qui sont des abus à la fois sociaux, des fois des abus conjugaux et des fois bien pour montrer finalement qu'il y a un ensemble, hein, de violences dont font partie les violences à caractère sexuel. Je trouvais ça intéressant de rappeler un peu heu, cette panoplie malheureusement de violences qui existent et qui entourent les personnes, notamment les personnes racisées queer. Alors, les expériences traumatiques, je pense que ça va pas être, nouveau pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Elles vont être souvent présentées par des personnes qu'on rencontre à plusieurs niveaux, des niveaux interpersonnels, heu, plus familial, sociétal et puis la sexualité va être affectée, hein, par ces, expériences traumatiques. Ce qui vient que, parfois on en vient à parler de relationnalité post-traumatique, c'est-à-dire comment dans les relations, les choses sont modifiées au niveau de la confiance, avec des bris de confiance, des fois des vécus de honte et des perceptions de la sexualité modifiées. Donc je pense que c'est vraiment important de prendre, en compte les effets cumulatifs des traumas d'oppression, donc des grandes oppressions, du racisme, du sexisme, des LGBTQ-phobies, hein, qui ont un effet cumulatif et donc qui créent finalement, des fois des histoires, traumatiques, mais, où c'est difficile de situer un événement. On est vraiment dans une atmosphère des fois, de violence. Ce que les gens semblent témoigner, c'est une assignation à une fonction souvent, bah, pas de personne, de sujet à respecter, mais c'est comme avoir eu une histoire d'objet, soit rejeté, soit être utilisé, mais finalement, rarement avoir été considéré comme, un autre avec, pleine égalité et ça mène un peu à l'effacement des notions de désir et de sa sexualité. Finalement, c'était rare, qu'il a été proposé de réfléchir ou de nommer quel était leur désir, puis qu'est-ce qu'ils avaient, ils et elles avaient envie de faire, de leur vie, de leurs relations et cetera. Donc je pense que ça, c'est un des constats qu'on a souvent vu. Au niveau des différentes violences, bah, beaucoup de violences aussi au niveau systémique, donc au niveau de la cisnormativité, que vous connaissez sûrement, qui est c'est finalement, fait référence aux normes sociales, ça fait référence aux normes sociales, institutions et pratiques, qui présument que tout le monde est toujours et uniquement cisgenre, effaçant ainsi les personnes trans et normalisant finalement une certaine binarité de genre. Et puis l'hétéronormativité, qui va faire référence que les normes sociales et les institutions présument que tout le monde est hétérosexuel, qu'une relation monogame hétérosexuelle est entre un homme cis, une femme cis, que c'est le seul type de relation naturelle. Et je dirais que parfois, même quand, on considère, l'existence de d'autres relations, d'autres formes de couple et cetera, c'est comme si des fois on l'autorise pas pour les personnes, racisées. On se dit: «Ah bah, si c'est une personne racisée, forcément elle est hétérosexuelle». Ce qui est pas forcément le cas évidemment, mais c'est comme si cette hétéronormativité s'inscrit aussi dans des rapports un peu racistes en disant: «Bah, ces gens qui viennent de tel pays, bah, finalement, c'est juste des personnes hétérosexuelles parce qu'on n'accepte pas, différentes formes de sexualité» et cetera. Donc c'est comme si on reproduit aussi des formes de violence des fois dans les discours et les manières d'accueillir les gens. J'ai mis un témoignage que j'ai trouvé, dans la littérature, mais que je trouve qui résume un petit peu ce que, les clients ou patients peuvent venir nous dire, dire
la personne dit dans ce témoignage, je veux pouvoir sentir que je participe activement à la construction de ma propre vie sexuelle et que je ne me contente pas de suivre un script qui m'a été transmis en utilisant tous les modes de pensée qui sont racistes, sexistes, hétérosexistes, capacitistes et capitalistes. Dans le sens où ça peut être quelque chose qu'on entend souvent quand les gens évoquent leur sexualité, de se dire: «Mais comment je me positionne?» parce que je suis toujours bloqué sur, si je vais être plus actif, plus passif. Est-ce que je reproduis quelque chose du racisme, du sexisme, de co est-ce que je suis finalement dans le fantasme de l'autre ou c'est une exotisation et cetera? Et puis c'est comme si les personnes se disent: «Mais quoi que je fasse, je suis bloqué», hein, dans ces structures, qui entourent les sujets. Donc je trouvais que cette citation illustrait assez bien ça. Sur, des réflexions cliniques, je trouve que c'est important aussi de voir qu'il y a une continuité dans le temps parce qu'il peut y avoir le préjugé que les violences vont juste être pré-migratoires, avec l'idée que, bah, c'est dans les pays de départ que se font toutes les violences. C'est vrai qu'on rencontre des gens qui ont eu, des violences pré-migratoires, notamment des abus sexuels, que ce soit dans l'enfance ou dans l'âge adulte. Hem Des fois pour des raisons «politiques» entre guillemets, des personnes qui ont vécu dans des guerres et cetera, où les abus sexuels étaient aussi, hem, concomitants finalement à des formes de violence de guerre et cetera, et en lien avec diversité sexuelle et de genre, qui nous amène aux choses que des fois les gens parlent de viol correctif finalement, notamment, bah, hem, différentes personnes qui je pourrais donner l'exemple aussi des femmes lesbiennes, mais pas seulement, qui finalement vont subir aussi des formes de viol où les gens ont dit: «Bah, finalement, on m'a violée pour me dire que c'est comme ça que j'allais devenir hétérosexuel» et cetera. Donc c'est malheureusement aussi les témoignages qu'on peut avoir. Pas oublier que une grosse période aussi que les gens décrivent de violence, c'est la période migratoire, où il y a une plus grosse précarité, la perte des liens et des soutiens communautaires qu'il y avait du pays d'origine, des fois dans des pays de transit, parfois dans des camps de réfugiés, et des violences, notamment à caractère sexuel, peuvent être là. Liées parfois aussi à devoir survivre, à la précarité. Hem, donc ça, c'est une période aussi assez à risque. Et de ne pas oublier les violences post-migratoires, parce que l'arrivée au Canada, au Québec n'est pas l'arrêt des violences. Je pense que vous l'avez bien décrit ce matin aussi, qu'il existe des violences à caractère sexuel évidemment au Canada et au Québec, mais aussi pour ces personnes-là qui parfois arrivent avec des statuts plus précaires, qui font qu'on a pas mal de témoignages d'abus sexuels, bah, même et la situation ne s'améliore pas en ce moment de peur de perdre un logement et cetera. Peur de dénoncer aussi en disant: «Beh, si je suis pas légitime et j'ai pas un statut légitime», donc en fait, le fait d'être placé, dans une position de vulnérabilité, donc de pas avoir forcément le statut de résident permanent, ça entraîne des peurs de dénoncer différents types, différentes formes de violence. Là-dessus, le racisme sexuel, les différents abus et puis des histoires aussi d'abus à long terme, pouvant faire, moins de dénonciation ou comme une normalisation des violences. Certaines personnes aussi, ont après, par la suite, finalement, en faisant retour, parlé un peu plus qu'ils avaient normalisé certaines formes de violence parce que ça était ce qui était plus connu dans leur histoire. Donc vraiment, de ne pas oublier la violence, aussi post-migratoire. Parce que des fois, on a tendance un peu à projeter, à se dire: «Beh, c'est que, dans leur pays d'origine» et puis souvent on a des regards un peu racistes là-dessus, mais honnêtement, les violences et notamment les violences à caractère sexuel sont aussi présentes, en post-migration. La notion du consentement qui est extrêmement importante, mais je trouvais, intéressant d'amener une réflexion que plusieurs personnes amènent sur, qu'il peut y avoir un privilège du consentement aussi, dans le sens où pour les personnes, racisées, bah, l'histoire, si on reprend notamment l'histoire de l'esclavage, c'est centré sur le fait d'être privé de consentement, qu'il y a une longue histoire finalement d'être privé de consentement. Hem Et qu'il faut voir que, notamment pour les personnes en demande d'asile qui ont souvent pas le droit de décider où ils vont exactement vivre, qui sont dans cette période de grosse incertitude, ben, c'est comme s'ils se disent: «Bah, le consentement, ça sera pour plus tard, quand j'aurai le droit d'avoir accès à ce consentement. Pour le moment, je suis en mode survie» et cetera. Évidemment, c'est pas la réalité, mais je trouvais ça important de montrer, hein, que cet environnement, fait que la notion de consentement, des fois, certaines personnes disent: «Beh, vous nous parlez de consentement, mais on n'y est pas encore. On n'a pas encore atteint ce privilège-là, d'arriver à en parler et d'avoir cette agentivité. Des fois, ça peut être
évidemment des peurs, on va dire, les personnes migrantes, évidemment, ont le droit de dénoncer les violences, puis je pense que c'est important de le rappeler, mais entre le fait de savoir le droit et d'avoir vraiment la capacité de se dire, je peux l'appliquer sereinement et je suis pas vraiment, j'ai vraiment peur que ça va modifier mon dossier pour l'immigration, c'est vraiment autre chose finalement qui est présente. Donc moi, je vous parle plus de la réalité psychologique quand les personnes finalement abordent des fois ce sujet-là. Euh, donc, ouais, je voulais vous rappeler ça un petit peu sur des exemples de trajectoires, donc avec des périodes pré-migratoires, différents abus sexuels, des fois, alors plus les sexualités ou les identités de genre sont marginalisées, plus des fois ça amène les gens à expérimenter leur sexualité dans des lieux un petit peu plus dangereux, finalement, un peu avec moins d'espace de sécurité et qui fait que des fois, la tentative de découvrir une sexualité considérée comme interdite, ça va être finalement une sexualité avec des viols ou des choses comme ça, du fait de se mettre finalement dans des endroits qui sont plus à risque et là où des personnes peuvent abuser de cette vulnérabilité aussi qui sont présentes. Donc ça, c'est quelques témoignages qu'on peut avoir. Évidemment, la période migratoire, j'en ai parlé de la précarité et donc des violences à caractère sexuel qui peuvent se placer là. De ne pas oublier la période post-migratoire. Et puis même après la demande d'obtention d'asile, ça ne résout pas toutes les questions du racisme sexuel et puis de comment faire sens de toutes ces expériences-là. Donc, je pense que c'est, selon moi, important de les inscrire dans une temporalité puis de comprendre ces différents moments quand on prend en charge les violences à caractère sexuel pour les personnes migrantes et racisées. Alors, ce que j'ai essayé de vous amener jusqu'à maintenant, c'est un peu de faire un diagnostic de situation. Ce que disait un peu Fanon quand il essayait de penser, donc, qui est un psychiatre qui a beaucoup travaillé sur les questions décoloniales, de quand on veut travailler avec les personnes migrantes, il disait, avant de faire un diagnostic d'une personne, faites le diagnostic de situation. Essayez de comprendre les conditions de vie, les préjugés qui sont là, toute l'atmosphère qui entoure la personne, avant de même essayer d'aller mettre des catégories psychologiques, psychopathologiques, etc. Donc, de comprendre quelles sont les conditions de vie de la personne, quels sont les préjugés, quelle sont cette atmosphère qui fait de euh, la capacité d'agentivité, de consentement, elle est à quel niveau dans l'atmosphère actuelle de cette personne? Et puis, comment on peut le soutenir là où est la personne et puis d'aller travailler l'agentivité à ce niveau-là. Donc, de bien comprendre aussi l'hétéronormativité, la cisnormativité, les LGBTQ-phobie, l'intégration de cela, hein, et des personnes qui peuvent avoir vécu différentes, notamment thérapies de conversion avec plusieurs formes de violences religieuses ou non religieuses. Ça peut être aussi que les personnes sont religieuses, puis vont avoir finalement des doubles exclusions de différents endroits. Donc, vraiment d'essayer de comprendre le mieux possible la situation pour pouvoir finalement analyser ces violences à caractère sexuel. Parce que des fois, on peut euh, vouloir juste traiter cet événement-là, mais il faut prendre en considération l'ensemble de la personne. Sinon, ça va être extrêmement compliqué euh, pour travailler et maintenir une bonne alliance. Donc, il y a toujours eu des régulations coloniales et raciales, désir, corps et sexualité, et ça, c'est aussi, selon moi, important à prendre en considération. Alors, je vous ai beaucoup parlé du traumatisme parce que je pense que c'est une clinique importante, mais je vais aussi faire un peu mon autocritique de faire attention de ne pas aussi assigner que les personnes queer racisées à la notion de trauma, qui peut être aussi une autre forme de regard colonial où finalement on considère l'autre personne euh, juste comme une personne traumatisée, alors qu'il y a évidemment aussi de multiples résistances, des identités fortes, fluides, qui sont vraiment une force particulière. Je pense que c'est quelque chose, moi, qui m'a marqué dans les prises en charge, c'est aussi ces résiliences, ces résistances des personnes qui sont souvent avec des ressources évidemment pas inépuisables, mais quand même extrêmement importantes. Donc, pour moi, le travail plus thérapeutique d'intervention, c'est comment on arrive à réinscrire leur histoire dans une histoire. Ça, je trouve ça toujours important pour les personnes qui sont des minorités. Comment dire que leur récit est important finalement. On ne les a pas autorisés forcément à exister publiquement, mais c'est d'autant plus important de les réinscrire et de redonner une force hégémonique à ce récit-là finalement. Vous avez un récit fort et important de communautés qui ne doivent pas disparaître et donc finalement, en étant des témoins vivants, vous incarnez cela.
Soutenir le désir, la singularité, des choses qui, alors c'est petit bout par petit bout, hein, pour différents moments, mais que les personnes ont le droit à leur propre désir, à leur propre singularité, et comment on arrive à inscrire ça dans du collectif, dans du communautaire, et pas juste dans un rapport aussi très individualiste qui peut parfois confronter des personnes pour qui la communauté était extrêmement importante, et la perte de cette communauté par la migration est difficile. Je me souviens d'une personne, je le dis des fois souvent, d'un témoignage qui m'avait marqué, je vais presque dire choqué, dans le sens où elle disait, ben, dans ma communauté d'origine, j'avais vraiment le risque d'être tué, on va dire, de vivre mon identité de genre, ma sexualité, c'était un risque important. Elle dit, mais en arrivant au Québec, je me suis dit que je pouvais mourir de solitude et que ça m'avait jamais traversé l'esprit à ce moment-là. Je trouve que ça, c'est des fois un témoignage qui me revient sur l'importance de l'inscription dans le collectif, dans le communautaire, et l'importance aussi, je pense, pour toutes les communautés LGBT queer, de repenser une inclusion et la force que ces personnes-là ont une connaissance du communautaire qui était souvent en résistance dans les pays, mais très fort finalement, avec des liens et des communautés et un filet de sécurité très fort qu'on a tendance des fois à pas reconnaître parce que certains États ont des politiques très discriminantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des communautés extrêmement fortes sur place qui étaient un filet de sécurité très important. Pour conclure sur là et les violences à caractère sexuel, ce que je voulais surtout souligner avec vous, c'est qu'il y a un continuum de violence et que ça fait partie de ce continuum-là. Et que c'est important de prendre en considération les violences sociales et comment finalement tout ça est interrelié et inséparable. Évidemment, une lecture intersectionnelle peut nous aider à comprendre un petit peu plus comment ça se passe au niveau des interventions, avoir des interventions sensibles au trauma, mais aussi avec un regard transculturel. Tout ne fait pas traumatisme de la même façon. Il faut faire attention à ses projections, etc. Voir un petit peu comment chaque identité, chaque symbole pour parler de genre, de sexualité peut être différent et d'accueillir ça avec une certaine bienveillance. Puis, selon moi, ça ne peut pas être une clinique de la neutralité, mais notamment d'être engagé, d'être solidaire et puis d'avoir des paroles publiques de solidarité avec les communautés queer en général. Euh, Parce que je pense qu'une des violences actuelles que les gens parlent beaucoup, c'est que ils sont venus avec beaucoup d'espoir, des fois au Québec, au Canada, et les discours actuels font beaucoup mal à cet espoir qui permettent aux gens de se tenir un petit peu euh, et, euh, et de résister à toutes les expériences traumatiques. Voilà, merci beaucoup d'avoir pu partager aujourd'hui avec vous.